On rejoint aujourd'hui Maude Salomon qui travaille dans le monde des services financiers, membre de l'AMF, parce que dans le monde hypothécaire présentement, Maude, il y a quelques questions qui sont nouvelles dans le fond, parce qu'on vit présentement quelque chose de nouveau dans le monde hypothécaire. Oui, effectivement. Puis moi, alors bonjour Fred. Je vais te parler de ça, mais plus d'un point de vue financier, parce que effectivement, j'ai pas les licences hypothécaires, mais d'un point de vue financier, il y a deux, trois petites questions qu'on me pose souvent. Alors, une des premières questions, Ouais. c'est par rapport à l'hypothèque. Est-ce que c'est une bonne idée de repousser nos échéances hypothécaires? Est-ce que c'est une bonne idée de ne pas payer notre dû hypothécaire du mois et de l'envoyer pour plus tard? Une réponse que je donnerais assez facile là-dessus, c'est que il faut bien faire attention au fait que quand on repousse ça, c'est pas un cadeau qu'on vous fait, là. Et à un moment donné, il va falloir le payer. Et comment il se paye? Ben, il va se payer sur les 25 prochaines années si votre prêt hypothécaire, par exemple, est sur 25 ans, Donc, est-ce comme que la ça va être plupart, ventilé disons. sur les prochaines années ou c'est comme reporté dans 25 ans plus 3 Ben, mois? c'est-à-dire que pendant 3 mois, vous n'allez pas payer les intérêts, vous n'allez pas payer le capital et vous allez donc payer de l'intérêt sur l'intérêt. Imagines-tu un petit peu ce que ça va finalement te coûter dans 25 ans, ce petit congé de paiement pour 3 mois? Puis ça, parce que ça a été une décision qui a été prise, je ne sais pas comment tu as trouvé ça, assez rapidement aussi, dès l'annonce de la fermeture, le Québec en pause. C'est comme si les banques et caisses s'étaient parlé puis se sont dit tous la même chose. OK, on fait ça. On propose ça pour aider les gens. Ouais. Mais est-ce que c'était. Comment tu as trouvé ça rapidement, là, au début? Tu sais, c'est comme l'offre. On dirait que la préparation était vraiment faite depuis quelques temps. C'était une décision qu'on prise comme ça, ou c'était vraiment comme wow, voici un bon moment pour essayer encore d'aller chercher de l'argent chez les gens qui n'auront plus de revenus pour les prochains mois, là. Ben, je pense qu'au départ, c'est quand même quelque chose de louable. C'est de dire, bon, ben, OK, on sait que les Québécois vont avoir de la difficulté Ouais. parce qu'ils n'ont pas de revenus, des choses comme ça. Sauf qu'après, il faut faire ces petits calculs. Et puis, en faisant les petits calculs, ben, on se rend compte que ça va peut-être pas mal plus profiter à la banque que à vous. Oui, vous aurez un congé Ouais. de 3 mois de paiement, mais vous allez le payer beaucoup plus tard puis beaucoup plus cher. En espérant que ça reprenne rapidement ensuite, parce que bon, la réalité va revenir là, dans 2 mois. C'est comme avril, mai, juin. Ouais, 2 mois, je pense que tu es optimiste un petit peu. Mais oui, l'économie va repartir. Les marchés ne font plus des montagnes russes pour l'instant. Et d'ailleurs, les marchés vont Oui. repartir avant l'économie. Ça, c'est pas mal sûr. Mais bon, avec les annonces qui ont été faites dernièrement, les gens vont retourner au travail. Ce qui fait le plus peur pour l'instant, c'est peut-être la seconde vague. La question, c'est pas est-ce qu'il va y avoir une seconde vague, c'est quand elle va apparaître et comment elle va être perçue, comment ça va nous impacter, comment nous on va réagir à cette seconde vague. Fait que ça, c'est clair qu'il va falloir avoir les nerfs solides. Toi, en général, les clients ont répondu comment? Parce que tu fais des placements financiers, autant, bon, tu conseilles les gens, REER, CELI, placement en général, tu joues un petit peu avec le monde de la bourse. Bon, comment, y a-tu eu une panique? Ça a réagi comment? Alors, comment ça a réagi? Moi, je te dirais que j'ai la chance d'avoir une clientèle qui est déjà préparée, qui me suit depuis quelques années. Alors, on est déjà passé à travers plusieurs crises, donc on sait un petit peu ce que les marchés peuvent faire, comment ils peuvent s'organiser. La dernière en date, c'était quand même 2018 où il y a eu une Oui. bonne baisse à la fin du trimestre. Mais
donc, on sait un petit peu comment ça fonctionne. Maintenant, en général, quand on fait des placements, on a ce qu'on appelle des objectifs avec nos placements. Alors, ton objectif peut être court terme, ton objectif peut être moyen terme, ton objectif peut être long terme. Pour tout ce qui est placement court terme, en général, ton risque pris sur les marchés est moins élevé, donc la baisse que tu as pu voir passer dans tes placements ces dernières semaines doit normalement être moins élevée que tes placements qui sont soi-disant à long terme où tu peux prendre un petit peu plus de risques là-dedans. Ouais. Alors, c'est sûr que il y a eu des questionnements, de la panique, pas forcément, mais un questionnement à savoir, et c'est là la plus grosse question, c'est est-ce que c'est la même crise que d'habitude? Est-ce que cette crise-là est la même que les autres? Alors, ma réponse est effectivement, ça dépend. Je ne sais pas si tu connais effectivement ce petit jeu de mots, ça dépend, ça dépasse. Mais l'idée, c'est de dire que c'est pas une crise normale, si je peux me permettre d'utiliser ce mot-là, c'est que on n'a pas seulement une crise du service financier ou des marchés. Non. C'est une crise qui est provoquée par la santé. C'est une crise sanitaire. Donc, les deux étant mélangés, ça fait quelque chose d'un petit peu bizarre. Donc, c'est une crise différente de la plus grosse qu'on a connue dernièrement, 2008. Ben aussi, on retourne dans le temps. Bon, tu as eu le fameux crash en 1930 qui était complètement d'autre chose, mais c'était que financier. Puis là, on se retrouve à un dépendre de l'autre parce que si les gens ne recommencent pas à travailler, n'ont pas d'argent, sont moins en santé, sont plus, je sais pas, affaiblis, le moral de l'état financier est moins important au bout du compte que le moral des gens pour la santé là, psychologique des gens, qui est lié à la santé financière des gens. Oui, mais je rebondis exactement sur ce que tu dis parce que moi, quand j'ai communiqué avec ma clientèle, c'est pas mal ça que je leur ai dit. C'est commencez d'abord par vous occuper de votre santé parce que financièrement, ça va se réorganiser. Deuxième sujet, on est sur un blog immobilier. Souvent, lors d'un premier achat, on wrap. Hein? On sort nos REER pour essayer une première fois de réussir un premier achat. C'est encouragé. Et là, qu'est-ce qui se passe avec ça? Est-ce que c'est encore plausible? Est-ce que ça fonctionne encore, ce deal-là? Exemple, je fais mon RAP en février, puis là, bon, ça l'affecte. Parce que tout ça arrive en même temps que les impôts en plus. Est-ce que je peux rapper encore cette année? Alors, ce qui se passe effectivement, c'est que en général, on a je pense cette année, si je me souviens bien, c'était jusqu'au 2 mars pour prendre nos REER. Donc, en général, on prend l'année où on veut acheter notre maison puis qu'on n'a pas forcément d'autres liquidités, ben on prend des REER juste avant la date limite pour pouvoir avoir un retour d'impôt et pouvoir mettre, souvent les clients s'en servent pour faire la mise de fonds sur la maison. Une fois dans notre vie qu'on a le droit de faire ça. Une fois. Oui. On a fait ça oui, le RAP, c'est à l'acquisition d'une c'est l'acquisition de ma première propriété. Sans jouer sur les mots, on peut le faire plusieurs fois, mais il y a des règles strictes, notamment ne plus être propriétaire depuis 5 ans, avoir remboursé le RAP d'avant, etc. Maintenant, il y a aussi des nouvelles règles pour les gens qui se sont divorcés, qui divorcent, voyons, c'est pas intransitif ce verbe-là. Fait que mais en même temps, tu peux faire une émission au complet sur le RAP, mais l'idée, c'est que mais pour cette année, est-ce que ça va alors, si tu as rappé cette année, puis évidemment, on sait qu'on peut pas vraiment visiter les maisons, les acheter, etc. Quand tu rappes, normalement, tu as jusqu'à 1 an après pour changer d'adresse, OK? Mais admettons que il y a une deuxième vague, il y a une troisième vague et que t'es pas acheté ta maison, on peut renverser
on peut renverser un RAP. OK. Puis Et avoir notre argent. oui, ben en fait, c'est ça. On renverse, c'est-à-dire qu'on fait comme si, bon, c'est sûr que ça va pas être payant forcément, sauf qu'en même temps, c'est une façon aussi de dire au gouvernement, ben regarde, oui, je l'ai râpé, mais je le remets dans mon REER, fait que ne viens pas me chercher au détour pour me faire payer de l'impôt. Mais ce que je veux rajouter, c'est que on est dans une situation qui est spéciale. Donc, on a le droit aussi de demander des extensions de RAP. Donc, ceux qui ont râpé cette année et qui n'auront pas forcément trouvé leur maison ou peu importe ce qui est arrivé, parce que tu peux aussi être dans une condition particulière puis ne pas vouloir aller visiter à droite et à gauche parce que tu as peur de contracter la COVID. Donc, il va certainement, premièrement, y avoir des extensions. Et puis, en plus, c'est quelque chose qui s'explique très bien au gouvernement en disant, regarde, vous savez ce qui s'est passé, fait que je vais la trouver, ma maison, laissez-moi encore un petit peu de temps, et puis ça va s'arranger. Moi, les fiscalistes, enfin, le fiscaliste, parce que je parle pas à 15 non plus, là, mon fiscaliste m'expliquait ça et me disait que le gouvernement, enfin, Revenu Canada n'est pas non plus complètement sur une autre planète. Là. Il sait ce qui se passe, il sait ce qui va peut-être durer, fait que il y a des accommodements qui peuvent. Fait que n'ayez pas peur de continuer vos démarches. Si le RAP est engagé, n'ayez pas peur, ça va bien. Ça va bien se passer. Il y a une annonce qui a été faite ou on apprend ça, là, donc c'est possible jusqu'au printemps 2021, finalement, d'honorer cette entente-là qu'on a pour le RAP. Oui, alors c'est pas nouveau, Fred. C'est juste que il va certainement y avoir plus de demandes d'extension qu'à l'habitude. Oui. Mais c'est pas très connu qu'on peut demander à aller un petit peu plus loin dans le délai de RAP. Mais en général, et là, je le dis aussi à titre personnel, on s'entend bien que je travaille pas à Revenu Canada ou quoi que ce soit, mais en général, les vérifications sont par rapport au changement d'adresse et on a donc à peu près 1 an pour changer notre adresse à Revenu Canada. Mais comme je dis, il existe des formulaires, il existe des demandes pour des extensions en expliquant la situation. Puis je pense qu'avec la situation du COVID, ça va être assez simple à expliquer que ça m'a pris plus de temps pour trouver ma maison de rêve. Le dossier est assez facile à monter, effectivement. Nous sommes sur un blog immobilier. Les gens, présentement, pour faire des transactions qui vont quand même exister, il y a les notaires qui s'organisent présentement. Mais souvent, lorsqu'on fait une transaction, Maude, on s'arrange avec notre banque, on se fait préapprouver et on doit prouver qu'on a un emploi stable puis des revenus, puis le 3 ans en arrière pour voilà mes revenus. Là, les gens ont perdu leur emploi stable. Ils sont pendant 4 mois avec un revenu de base, avec le CPU du Canada. Est-ce que ça va influencer justement les gens qui sont préapprouvés pour face à une institution financière pour acheter leur maison, la première ou deuxième ou troisième? Alors, je pense que tu viens d'y répondre un petit peu, fait que c'est pour ça que je vais déborder un petit peu. Je vais déborder plus sur la PCU. Mais si tu as déjà ta préapprobation, il y en a pas tant, il y a pas tant de soucis que ça. Par contre, si tu n'as pas encore ta préapprobation, là, ça risque de poser un petit souci parce que pour la préapprobation, en général, ce qu'on te demande, c'est une lettre qui prouve que tu as l'emploi et un spécimen pas un spécimen, un relevé de paye récent. Oui. Mais là, tu ne pourras pas. Donc, tu arrives à ton institution financière, tu essaies de rencontrer effectivement un conseiller pour te faire préapprouver et tu ne peux pas. Comment l'institution va pouvoir dire, effectivement,
tu es à l'emploi, comment elle va prouver ça? Puis surtout, comment elle va prouver, c'est que comment elle va savoir que après, tu vas encore avoir un emploi. Avec le taux que tu avais de revenus avant. Donc ça peut causer vraiment un gros problème pour l'industrie d'immobilier là, présentement. Dans le monde immobilier, là, les gens qui voulaient cet été, là, souvent, les grandes transactions, là, c'est à partir de mai jusqu'à septembre. Puis, oui. on se fait préapprouver. Je pense que c'est bon pour 3 mois lorsque tu te fais préapprouver pour X montant. Et là, il est comme trop tard pour traiter. Écoute, comme je te disais, je suis pas dans ce monde-là. Ce que moi j'entends, je suis pas courtier hypothécaire ou quoi que ce soit, mais ce que j'entends effectivement de l'entourage des gens avec qui je travaille, j'écoute, on parle. Oui, c'est exactement ce que tu dis. C'est les transactions vont être repoussées à un peu plus tard parce que aujourd'hui, si tu reçois la PCU, à moins que ton conjoint soit à l'emploi et qu'il puisse acheter, il puisse avoir la préapprobation tout seul, toi, tu peux pas prouver que tu n'as pas de talon de paye récent. Fait que les institutions financières vont peut-être s'organiser différemment. Je le sais pas. Moi, je sais surtout que une bonne partie de ma clientèle travaille avec des institutions virtuelles, comme on dit, ne serait-ce que First National, par exemple. Il y a pas de... Il leur faut la documentation, point. Il n'y a pas à tergiverser, à dire oui, mais j'avais un emploi, j'avais ci, j'avais ça. Non, c'est donne-moi tes docs, je vais te préapprouver et on va y aller. Si la documentation n'est pas là, la documentation n'est pas là, fait que il va falloir attendre que les choses repartent si la préapprobation n'a pas été faite avant, effectivement. Alors oui, ça risque d'être un petit frein, mais selon moi, c'est juste repousser un petit peu. Alors au lieu d'avoir le boom des déménagements ou bien des changements de maison au mois de mai, juin, juillet, ben on va peut-être, s'il n'y a pas de deuxième ou troisième vague, et je crois on va sauter une année parce il va que y en avoir une, mais les il ne faudrait déménagements pas qu'elle soit trop importante. Souvent, c'est coordonné avec le retour à l'école pour le mois d'août-septembre parce que les gens doivent changer de quartier ou changer d'école ou changer de vie. Donc, je pense qu'on va plus reporter sur un an que quelques mois. Ben, en tout cas, on n'est pas là pour prédire l'avenir, mais on essaie de comprendre ce qui va se passer. Maude, merci pour tout ça. On peut spéculer. On peut spéculer, effectivement. Ben oui, avec plaisir. On se reparle bientôt pour d'autres sujets d'actualité qui est vivante présentement. Merci pour tout ça. Comment on peut te rejoindre? On peut-tu t'écrire? On peut-te poser des questions? Peut-être qu'on pourrait demander aux gens de nous poser des questions. Tu as un blog également? Ah, oui, ils peuvent poser des questions via montoit.ca, mais effectivement, on peut aussi me poser des questions sur mon site internet msalomon.ca ou bien tout simplement m'écrire à msalomon@videotron.ca. Ça va me faire plaisir si c'est dans mes compétences, effectivement. Sinon, j'irai chercher les réponses ou je mettrai en relation. Merci, puis au plaisir de se parler en direct bientôt. Ben oui, effectivement. Merci à toi, santé à tout le monde. Bye. Bye.